On revue donc rapidement donc, les soldes intermédiaires de gestion comment, et leur signification. Maintenant, avant de faire ces soldes, normalement, avant de passer au calcul des soldes intermédiaires de gestion, l'entreprise ou le comptable doit faire de retraitement de certains postes pour avoir des indicateurs encore plus pertinents. Donc, dans ce cas, ces retraitements vont, en quelque sorte, permettront une approche économique de l'entreprise et favorisent les comparaisons dans le temps et encore entre les entreprises du même secteur d'activité. Parce que lorsqu'on fait la comptabilité, on est contraint de respecter certaines normes fiscales, etc. Mais parfois, certaines opérations ou certains enregistrements donc de certaines opérations ne reflètent pas la réalité économique de l'entreprise. Ce qui nécessite ces retraitements. Donc on va voir les principaux retraitements que l'entreprise doit faire. On a tout d'abord les charges du personnel extérieur de l'entreprise. Alors les charges, dans le cadre de ces charges, ce type de personnel a contribué à la formation de la valeur ajoutée de l'entreprise au même titre que celui de l'entreprise. Alors par exemple, une entreprise qui travaille par exemple dans le domaine de textile, on va prendre cet exemple, qui travaille dans le domaine de textile, généralement, il va embaucher des personnes qui savent travailler sur les machines à coudre. Mais si jamais ces entreprises tombent en panne, donc ils vont faire appel à des spécialistes, des mécaniciens qui travaillent ou qui réparent ces machines. Alors, soit l'entreprise, elle va avoir la possibilité soit d'engager, si jamais il y a beaucoup de pannes, donc tout le temps il y a des pannes, donc elle va engager une personne qui travaille essentiellement sur la réparation de ces machines. Mais si les pannes sont rares, donc il ne va pas embaucher une personne pour tout simplement faire quelques opérations par jour ou par semaine. Donc dans ce cas, il va faire appel à un service extérieur, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a des pannes, ils vont l'appeler, ils vont le payer sur chaque panne. Dans ce cas, on parle d'un personnel extérieur et cette personne a contribué lui aussi à la formation de résultats parce que si jamais elle ne répare pas ses machines, donc l'entreprise va perdre en quelque sorte de sa valeur ajoutée. Donc le retraitement nécessaire pour prendre en considération ce type de charge, c'est de retirer des charges externes et d'ajouter aux charges de personnel, c'est-à-dire retirer ces charges qui concernent cette personne, les retirer des charges externes et de les ajouter aux charges du personnel. Bien sûr, à condition que la valeur de ces charges soit significative. Donc, si jamais elle est très très faible, ce n'est pas la peine de faire tous ces retraitements. On a un deuxième élément, c'est le loyer de location-financement. Donc, loyer de location-financement, on se réfère généralement au crédit bail. Donc, c'est le crédit bail, c'est une opération qui permet le financement de l'entreprise par location de certaines immobilisations et qui va se terminer par l'achat à la fin. Donc, c'est comme une opération que l'on peut l'assimiler à une opération de crédit pour financer certaines activités ou certaines immobilisations. On va prendre un exemple, c'est-à-dire l'entreprise veut par exemple acheter une voiture de service, ou plutôt une voiture de service. Donc pour financer l'achat de cette voiture, il a deux possibilités, ou plutôt trois possibilités. Soit si jamais elle a les fonds nécessaires, donc il peut acheter directement par ses fonds cette entreprise, soit il va demander aux banques un crédit pour l'achat de cette entreprise, soit il a la troisième possibilité, c'est de faire un crédit bail ou un crédit location-financement pour financer l'achat de cette entreprise. Dans ce troisième cas, l'opération s'effectue de la façon suivante. Donc l'entreprise, au lieu de s'adresser à la banque, elle va s'adresser directement
à l'entreprise qui vend les voitures. Il va bien sûr signer des contrats selon lesquels l'entreprise va louer cette voiture pendant par exemple une durée de 5 ans et à la fin de la 5e année, elle va acheter cette entreprise. Et durant ces 5 années, il va payer des frais de location, soit mensuels, pour le remboursement de la valeur de l'entreprise. Donc dans ce cas, on assimile cette opération à une opération de financement. Donc pour harmoniser le traitement avec les immobilisations acquises et financées par emprunt, donc on fait cette opération de retraitement. Donc les loyers payés par l'entreprise pour le paiement de cette location vont être retirés des charges externes, ils vont être ventilés dans les dotations aux amortissements et les charges d'intérêt. Donc normalement, on doit faire un exemple pour faire ce retraitement. Peut-être qu'on va le voir dans le cas de l'analyse du bilan. On va voir un exemple plus en détail. Alors, subventions d'exploitation. Les subventions d'exploitation sont généralement des subventions données par l'État pour compenser l'insuffisance du prix de vente. Donc, dans certains produits, par exemple, l'État va donner des subventions pour que le prix n'augmente pas au sein du marché, surtout pour les produits de base de grande consommation de la population. Donc, dans ce cas, le prix ou cette subvention donnée par l'État doit être ajouté à la production de l'exercice. Il ne va pas rester dans les subventions d'exploitation parce qu'il permet directement l'augmentation de la production de l'exercice. Les impôts, les taxes, donc comme on a déjà dit, ce sont normalement des services rendus par l'État aux entreprises. Donc, comme on a vu, donc, ce sont des rémunérations des services payés à l'État, des taxes relatives à des charges du personnel. Aussi, on a certaines taxes, par exemple la CNSS, les cotisations de CNSS, etc., que l'entreprise paye sur le personnel. Donc, ces deux éléments vont être ajoutés aux consommations intermédiaires ou aux charges du personnel au lieu de les laisser dans la partie impôts et taxes. Donc on va, pour les rémunérations des services payés à l'État, on va les ajouter aux consommations intermédiaires et pour les taxes relatives aux charges du personnel, on va les ajouter aux charges du personnel. La sous-traitance, donc la sous-traitance, c'est avoir une idée claire sur l'activité économique réelle de l'entreprise. Donc la sous-traitance généralement pour les grandes entreprises, donc lorsqu'ils commencent à fabriquer certains produits, par exemple les voitures, etc. Donc généralement, ils ne font pas toute la production l'entreprise ne fait pas toute la production par elle-même. Parfois, ils donnent une partie dans le cadre de la spécialisation à un sous-traitant pour bénéficier de certains bénéfices, surtout dans la qualité du produit et le prix aussi. Donc, on doit ne pas inclure la sous-traitance dans le calcul de la consommation et la production de l'exercice, surtout lorsque cette sous-traitance n'a pas entraîné de valeur ajoutée significative, créée par la structure propre de l'entreprise. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Le produit de sous-traitance est considéré comme un produit accessoire qui doit être figuré au niveau des autres produits d'exploitation. On ne doit pas l'ajouter directement dans la production dans la valeur, dans la consommation ou la production de l'exercice, mais on doit le mettre dans la partie des autres produits d'exploitation indépendamment de produits propres de l'entreprise. Alors, donc, voilà, donc à partir, une fois que le comptable va faire ses retraitements, il peut passer au calcul des soldes intermédiaires de gestion en tenant compte de la nouvelle structure du compte de résultat. Et une fois qu'on arrive à calculer le résultat net, donc on va voir un autre indicateur qui peuvent être différents des indicateurs si jamais on ne fait pas ce retraitement.
Après, donc, on passe à la capacité d'autofinancement. Et la capacité d'autofinancement est la ressource interne dégagée par les opérations enregistrées en produits et charges et au cours d'une période qui reste à la disposition de l'entreprise après encaissement des produits et décaissement des charges concernées. Cette notion s'oppose aux ressources externes provenant des partenaires de l'entreprise. Alors, la capacité d'autofinancement, c'est la partie des ressources réellement qui vont rester au sein de l'entreprise. Parce que lorsqu'on calcule le résultat net, dans ce résultat, on a tout un ensemble d'opérations comptables fictives qui ne se concrétisent pas par des transferts réels de monnaie ou de biens. Tout simplement, ce sont des opérations fictives comptablement qui ne représentent pas des transferts monétaires, des flux monétaires qui sortent ou qui entrent au sein de l'entreprise. Ils sont internes. Et pour prendre en considération de ces flux fictifs, donc on doit calculer la capacité d'autofinancement pour voir les ressources dégagées d'une façon, des ressources réelles dégagées par l'entreprise. Comme on a dit, il s'oppose aux ressources externes, c'est-à-dire les fonds qui vont venir des partenaires comme les banques et les autres. Donc pour calculer l'utilisation de la CAF, c'est un élément très important aussi. Donc la capacité d'autofinancement, c'est un indicateur très important. Il permet tout d'abord au remboursement des emprunts parce que l'emprunt est une anticipation de la CAF, c'est-à-dire la partie, lorsque l'entreprise va demander un crédit à une banque, on a deux éléments. On a le capital et on a les frais financiers. Donc les frais financiers sont payés dans le cadre des charges, les charges c'est dans le CPC, mais le remboursement du principal, c'est-à-dire du capital, elle va être remboursée par la capacité d'autofinancement ou exactement par l'autofinancement. Donc, il va nous donner une idée sur la capacité du remboursement de l'entreprise. Aussi, donc, la capacité d'autofinancement va donner une idée sur le financement des investissements futurs. C'est-à-dire, chaque fois qu'on a une capacité d'autofinancement un peu élevée, donc, bien sûr, on va prendre en considération les dividendes et l'autofinancement, et la partie autofinancement va permettre le financement soit total, soit partiel d'un investissement futur de l'entreprise. Aussi, il permet l'augmentation des fonds de roulement, l'augmentation des capitaux propres qui vont rester au sein de l'entreprise, et par suite l'amélioration du fonds de roulement, et enfin, la partie qui sort de l'entreprise, la distribution des dividendes. C'est une fonction de la politique des dividendes de l'entreprise, de distribution de cette capacité d'autofinancement entre l'entreprise et les actionnaires. Donc, la capacité d'autofinancement permet ces quatre éléments, c'est-à-dire le remboursement de prêts, le financement d'investissement, l'augmentation des capitaux propres et enfin la distribution des dividendes. D'accord, donc maintenant on passe au calcul de la capacité d'autofinancement pour comprendre, comme je viens d'expliquer, la capacité d'autofinancement, c'est en quelque sorte va prendre en considération les flux non réels pour soit les ajouter, soit les retrancher pour avoir des éléments concrets. Donc, on va commencer par les dotations aux amortissements et aux provisions. Ils sont des charges un peu particulières. Ils ne font que constater une perte de valeur du patrimoine de l'entreprise, mais ils ne constituent pas une dépense réelle, c'est-à-dire une sortie effective de l'argent. Lorsqu'on fait une opération de l'enregistrement des dotations aux amortissements, on a le compte amortissement et dotation aux amortissements. Tous ce sont des comptes qui restent, une opération qui reste au sein de l'entreprise et il ne se concrétise pas par une sortie effective de l'argent. Donc cet argent va rester au sein de l'entreprise, mais elle réduit le résultat net de l'exercice. De même, les reprises sur amortissement ou provision,
elles apparaissent comme des produits comptables, mais réellement, elles n'entraînent pas une rentrée effective de l'argent. Donc, dans ce cas, c'est la même chose, on doit les retrancher de notre capacité de financement parce qu'ils n'ont pas permis l'augmentation de la trésorerie de l'entreprise. Ainsi, si on veut cerner la rentabilité réelle de l'entreprise, on devra considérer que ces dotations ont été abusivement retranchées en tant que charge et que les reprises ont été indûment ajoutées au produit de l'exercice. Donc, pour calculer la CAF, on va utiliser soit deux méthodes. C'est la méthode soustractive, dite également la méthode explicative, calculée à partir de l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire avant la prise en considération des dotations aux amortissements et provisions, soit calculée à partir de la méthode, ce qu'on appelle la méthode additive, dite également la méthode vérificative, calculée à partir du résultat net comptable. Donc, on va commencer par la première méthode, c'est la méthode additive. Le calcul, la CAF est calculée précédemment, peut être contrôlée en partant du résultat net de l'exercice. Donc, on commence par le résultat net de l'exercice et on ajoute les dotations d'exploitation, les dotations financières et les dotations non courantes, comme on a déjà expliqué. Donc, ces dotations aux amortissements sont des opérations comptables qui ont été enregistrées comme réduction comme des charges, qui ont été enregistrées comme des charges au sein de l'entreprise, mais sans incidence sur la trésorerie de l'entreprise. Donc, on doit les ajouter parce que les fonds qu'on a retranchés sont toujours au sein de la trésorerie de l'entreprise. Par contre, si on a fait des reprises, donc ces reprises sont des produits enregistrés toujours dans le cadre des produits de l'entreprise, mais qui n'ont pas été réellement, qui n'ont pas augmenté la trésorerie de l'entreprise. Donc, on doit les retrancher. Encore, donc, on va prendre en considération les dotations d'exploitation à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulant à la trésorerie, et la même chose à l'exclusion des reprises relatives aux actifs du passif circulant de la trésorerie. Ensuite, on doit retrancher le produit des cessions des immobilisations et ajouter la valeur nette des amortissements des immobilisations cédées parce que pour prendre en considération les résultats exceptionnels, prendre vraiment la partie, parce qu'on a ici les valeurs nettes d'amortissement, donc prendre tout simplement la partie qui a contribué à la formation, qui a contribué à l'augmentation ou à la diminution de la trésorerie. Donc, on a pris c'est la raison pour laquelle on a ajouté ces deux rubriques. Alors, et après, on trouve la capacité d'autofinancement ou l'insuffisance d'autofinancement et on retranche la distribution des bénéfices, c'est-à-dire on retranche les dividendes et on trouve la partie autofinancement. Donc, c'est une méthode qui part des résultats finaux et on essaie de monter pour trouver, on essaie d'ajouter ou de retrancher les parties qui n'ont pas une incidence sur le résultat pour calculer en quelque sorte cette capacité d'autofinancement. Tandis pour la méthode calculée, la méthode soustractive, on commence par l'excédent brut d'exploitation. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute tous les autres produits monétaires. Qu'est-ce que ça veut dire produits monétaires? C'est-à-dire à l'exception des charges et des produits qui sont déjà calculés dans l'excédent brut d'exploitation, on ajoute toute opération qui a une incidence directement sur la trésorerie de l'entreprise. Donc on a les transferts de charges d'exploitation, les autres produits d'exploitation, les autres produits financiers, les autres produits non courants et plus ou moins les quotes-parts sur les opérations faites en commun. Et on retranche les autres charges monétaires qui ont une incidence directe sur la trésorerie, donc les autres charges d'exploitation, les charges financières, les autres charges non courantes, l'impôt sur les résultats. Donc vous voyez ici qu'on n'a pas pris en considération les amortissements et les provisions. Pour trouver enfin la CAF, et ensuite on retranche les dividendes pour trouver
l'autofinancement. Et ici de la même chose, donc les autres produits d'exploitation à l'exclusion des reprises d'exploitation financière non courantes hors éléments circulants. Et pour le P, donc à l'exclusion des dotations d'exploitation financière et non courantes hors éléments circulants. Alors, une fois qu'on a trouvé la CAF, on a fait la distribution des dividendes, on trouve l'autofinancement. Et comme on a dit, l'autofinancement, c'est la partie qui reste, c'est la part de l'entreprise. Et les dividendes, c'est la part des actionnaires, où vous voyez que c'est à la fin de tout ce calcul qu'on voit la part des propriétaires de l'entreprise.